Bonjour à tous. On va donc parler de cette fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire qui est un des éléments extrêmement importants, vous avez compris, de la prise en charge de l'obésité massive. Un peu sur le même mode de la prise en charge du cancer, puisque si vous regardez bien, maladie chronique avec réunion de concertation pluridisciplinaire suivie au long cours, ça fait penser aussi à la prise en charge contre le cancer. Donc, une obésité sévère qui est une maladie chronique grave, ça vous l'avez tous en tête, même si certains chirurgiens récemment à la télé ont dit que l'obésité n'était pas une maladie chronique grave, donc il faut faire attention sur la communication, c'est une maladie grave. La chirurgie bariatrique, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, même s'il y a des bénéfices pour certaines personnes, c'est une chirurgie qui est curative, avec le traitement du diabète, la rémission du diabète de type 2, la rémission du syndrome d'apnée du sommeil, la rémission de l'HTA, une chirurgie qui est fonctionnelle avec la réduction des douleurs articulaires, des gens qui sont en fauteuil roulant et qui vont remarcher, et une chirurgie qui est aussi préventive puisque ça va diminuer le risque de cancer, et ça a été prouvé récemment sur une étude gynécologique au niveau du cancer de l'endomètre. Vous voyez qu'il y a plus de 44 000 opérations réalisées l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça marche. Ça marche si c'est réalisé dans un cadre bien légiféré, avec des équipes expertes, pluridisciplinaires, un travail d'amont et de suivi qui est extrêmement important. Voilà l'évolution avec différents types de procédures. Vous savez qu'il y en a 3 à l'heure actuelle qui sont toujours recommandées par la Haute Autorité de Santé. La sleeve dans l'ordre, la gastrectomie en manchon, le bypass avec la dérivation de l'estomac et puis l'anneau qui est en pleine décroissance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'à long terme, la technique de l'anneau avait des résultats pas si bons que ça et surtout les patients présentaient une qualité de vie alimentaire. Vous voyez les résultats l'année dernière du nombre d'opérations, 24 000 sleeves en France, 13 500 bypass, 5 000 anneaux, un peu plus de 5 000 anneaux et surtout 6 000 anneaux enlevés avec une répartition géographique nationale où vous voyez qu'il y a une disparité. Ça, c'est un travail qui est fait avec une équipe à laquelle je participe à la CNAM sur la pertinence des soins en chirurgie de l'obésité. On s'aperçoit que c'est pas dans les régions où il y a le plus d'obèses qu'il y a le plus de chirurgie et que surtout il y a une disparité au niveau du choix de la technique. Vous voyez que le gros point rouge sur le Languedoc-Roussillon, c'est la sleeve. Et le gros point orange sur la région Rhône-Alpes, c'est l'anneau. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est les équipes leaders qui ont lancé ces techniques, mais c'est en train de s'harmoniser. Alors, pour parler du CHU de Montpellier, c'est vrai que depuis plusieurs années, vous allez voir que les médecins et les chirurgiens ont travaillé ensemble dans le cadre d'un programme de chirurgie bariatrique et qu'à l'heure actuelle, on a opéré l'année dernière plus de 500 patients. Donc, c'est beaucoup aussi pour un service universitaire. Mais ça peut être fait grâce à une organisation, je crois, de qualité, et même s'il reste encore des progrès à faire dans certains points. Donc voici l'historique. 95, c'est les premières interventions de chirurgie bariatrique. Alors ça a été fait avec le professeur Domergue et Jean-Michel Fabre, et surtout l'ouverture d'esprit, je tenais à le souligner, de notre doyen Jacques Bringer, parce que ça a été un des premiers endocrinologues qui n'a pas mis les mains sur la tête quand on a dit qu'on allait mettre un anneau sur l'estomac ou dériver l'estomac avec l'intestin, parce qu'il y en a beaucoup en France qui nous prenaient pour des fous, il faut le savoir. Une convention aussi et des rapports extrêmement importants avec la clinique mutualiste de Ganges pour la réalisation des anneaux avec le docteur De Seguin qui a beaucoup travaillé au lancement de cette chirurgie bariatrique dans la région. Les premières publications en 2001 sur nos résultats et surtout la création de l'équipe pluridisciplinaire. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a été de faire rencontrer les chirurgiens avec les médecins. Et là, c'est mon ami Patrick Lefebvre qui a été co-responsable de cette équipe. Et c'est vrai que ce qu'on a vraiment ressenti dans cette expérience, c'est qu'il y avait les mêmes objectifs, mais pas obligatoirement la même vision des choses et surtout pas le retour de ce qui se passait après la chirurgie. Et c'est vrai que les chirurgiens voyaient les résultats, des gens qui perdaient 50, 60 kilos, presque qui vous embrassaient à la consultation. Les endocrinologues ne les voyaient pas obligatoirement sur le suivi, donc n'avaient pas ce recul sur la réussite des opérations. Et les chirurgiens ne pensaient pas que finalement le rôle de l'endocrinologue ou du médecin nutritionniste était important au départ, alors qu'on s'est aperçu que c'est les gens qui étaient les mieux préparés, qui avaient le moins
de complications post-opératoires. Je vous promets que d'avoir un décès à annoncer à une famille, parce qu'on en a eu des décès, même si on en a eu très peu, ça vous marque à vie en termes de chirurgie. On en a tous eu dans les équipes de bariatrique, et on est tous convaincus que la prise en charge pluridisciplinaire préopératoire de qualité va diminuer au maximum le risque. D'où l'intérêt de cette ERCP. La première, c'est en 2007. Vous voyez qu'on a une grosse activité, hein. Ça c'était aussi pour mettre en avant tout notre investissement. Ce matin, on nous disait de faire de la formation au niveau des médecins généralistes. C'est vrai que quand même, on s'est beaucoup investi, tant sur l'HAS, puisque notre équipe a écrit les recommandations avec le groupe d'experts, la création du réseau avec Patrick Lefebvre pour essayer de former notamment les médecins généralistes à tout ça. Et puis vous voyez donc les différentes actions avec la CNAM, l'HAS et les différentes choses. Alors l'HAS a donné des recommandations sur la RCP. C'est vrai que ça a été très controversé. Pourquoi? Parce que créer une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est beaucoup plus facile pour moi que pour ceux qui sont en privé, et ça j'en suis convaincu, parce qu'à l'hôpital, on a quand même le temps d'organiser une réunion de concertation avec des gens qui sont sur place, et ça on va y revenir. C'est beaucoup plus difficile pour nos amis du privé, et d'ailleurs je tenais à souligner que ceux qui arrivaient à le faire, c'était quand même très bien. Donc voilà les recommandations de la Haute Autorité de Santé, avec en troisième position, prendre la décision d'intervention. Cette décision d'intervention est prise à l'issue d'une discussion et d'une concertation de l'équipe pluridisciplinaire. Alors ça a chopé là-dessus. J'étais à la réunion d'experts parce que les gens du privé disaient « mais nous, on ne pourra pas faire venir tous les acteurs, tous les décideurs », ce qui est tout à fait compréhensible. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait la trace dans le dossier d'une discussion. Dans un premier temps, c'était validé, mais que le mieux, c'était quand même d'organiser une fois par mois ou 2 fois par mois, suivant les possibilités, une réunion physique, voire en utilisant la télémédecine, parce que je pense que ça va être l'avenir tant sur la formation que pour les RCP, et ça pourra aider un maximum de personnes avec un coordinateur qui est identifié. C'est Patrick Lefebvre qui est coordinateur de la RCP au CHU de Montpellier, et les conclusions donc qui sont envoyées à tous les médecins. L'équipe pluridisciplinaire de chirurgie bariatrique, vous le voyez, j'ai mis au centre le médecin généraliste. C'est pas de la démagogie, c'est la vérité. C'est que c'est lui qui connaît le mieux le patient que vous voyez. Nous, les chirurgiens, on le voit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Normalement, l'idéal, c'est 2 fois en moyenne en préopératoire. Plus tout le parcours avec le médecin spécialiste, avec le psychologue ou le psychiatre. Et c'est vrai que le médecin généraliste peut être utile vraiment dans la décision pour nous dire si le patient a un problème d'alcoolisme qu'il n'aurait pas avoué, a un problème au niveau social pour se payer les vitamines, des choses que les patients ont des fois du mal à nous avouer. Vous voyez que cette équipe, elle est très large. J'ai impliqué aussi tous les kinésithérapeutes, les éducateurs sportifs, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que si on veut avoir des bons résultats en long cours, il faut changer les habitudes alimentaires, mais il faut faire de l'activité physique. Et les kinés, les éducateurs physiques doivent être intégrés dans l'équipe de chirurgie bariatrique. Et puis, évidemment, donc, tout le côté anesthésie-réanimation. N'oubliez pas que l'obèse, c'est la personne la plus difficile à opérer pour nous, d'un point de vue anatomique. Et pour l'anesthésiste, c'est la personne la plus à risque à endormir, avec un patient qui est décédé il y a 1 an d'un choc à l'induction et de problèmes respiratoires après cette induction. Donc l'anesthésie de l'obèse, que ce soit pour la chirurgie bariatrique ou pour une chirurgie de hanche, c'est plus à risque. Le rôle de l'assistante sociale, je l'ai mis en plus, ça il faut qu'on le développe. Moi je suis convaincu qu'il y a un rôle social important et que c'est très difficile à coordonner. Alors je vais un peu vite parce que on a quand même d'autres équipes à faire passer derrière. Voilà l'équipe du CHU de Saint-Éloi et de Guy de Chauliac, des chirurgiens, des anesthésistes, les radiologues pour les contrôles, les hépatogastro-entérologues. Vous soulignez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la première cause de cirrhose, c'est le NASH syndrome, c'est la stéatose qui est la première cause de cirrhose aux États-Unis. C'est plus l'alcoolisme, c'est plus l'hépatite C. Donc celui qui me dit que l'obésité massive, c'est pas une maladie grave ou chronique, comme notre collègue qui est passé à la télé, il faut qu'il révise un petit peu ses notes. La dictologie, pourquoi? Parce que la dictologie, elle peut être très utile par rapport aux problèmes addictifs qui sont associés, comme les drogues et l'alcool. Les équipes de recherche, de chirurgie réparatrice, pratiquement 50% des gens qui se font opérer d'une chirurgie de l'obésité ont besoin d'une chirurgie réparatrice derrière. On a 5 mois d'attente à l'heure actuelle sur le CHU.
Il y a un coût pour cette chirurgie réparatrice, même si elle est normalement remboursée, mais en privé, il y a des dépassements d'honoraires qui sont difficiles pour certains patients à se payer, notamment pour les seins. Et ça, c'est pour notre ami de l'assurance maladie. Vous savez que les patientes qui se font opérer vont être remboursées pour le tablier abdominal, les cuisses et les bras. Par contre, les seins ne sont pas pris en charge et c'est dramatique, vraiment dramatique pour beaucoup de patientes. L'équipe de la Péronie avec l'endocrino évidemment et les maladies métaboliques et le CERAM, la psychiatrie, la rhumatologie, la réadaptation fonctionnelle, la cardiologie, la pneumologie. Ça, c'est facile pour nous à organiser, même si ça a pris du temps, parce qu'il a fallu motiver les gens qui sont tous débordés dans leur activité. Mais le gros avantage, c'est qu'on a tout sur 2 sites, et c'est facile comparativement à nos amis du privé. On a développé aussi des relations avec la clinique de la 32e via Patrick, qui nous ont permis de proposer des rendez-vous moins tardifs en termes de bilan pluridisciplinaire. Et puis, une équipe aussi à 7 à la clinique Sainte-Thérèse avec Édouard Ganassia et Aurélie Taher qui s'est constituée parce qu'on avait un gros recrutement au bassin de Thau et qu'on n'arrive plus. On est à 4 mois d'attente pour avoir un rendez-vous à l'hôpital pour un bilan pluridisciplinaire et que 4 mois chez des patients qui ont pris une décision opératoire, même si vous avez 6 mois, 1 an de préparation, c'est trop long. Sachant que derrière, ils vont attendre 2 à 3 mois pour se faire opérer, c'est un peu délicat. Donc c'est vrai que merci à ces 2 équipes de nous donner un coup de main, parce que vous voyez que cette réunion de concertation pluridisciplinaire, elle est faite juste avant de donner l'autorisation, c'est elle qui va donner le feu vert, le feu orange ou le feu rouge, et qu'en cas de feu vert, donc, il y aura le bilan de l'anesthésiste qui va donner la dernière validation par rapport à la réalisation, et que cette période de préparation, c'est extrêmement important, c'est 6 à 12 mois. Si vous avez des patients qui sont opérés en 2 mois, c'est inadmissible. On ne peut pas être préparé, informé, bilanté en 2 mois sur une chirurgie de l'obésité. C'est inadmissible. Alors voilà les résultats de notre équipe depuis 2007. Donc les participants sont les endocrinologues du CHU, mais aussi de ville. Il y a des endocrinologues de ville qui viennent très régulièrement. Nathalie Berlandier qui est là, il y a Madame Bourrier-Coron, enfin je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais c'est vrai qu'il y a certains endocrinologues de ville qui viennent, alors c'est 2 fois par mois, de façon régulière, le mercredi matin, de 9h à 11h, et c'est extrêmement convivial. C'est vrai qu'au début, on se fritait avec la psychologue de façon régulière en 2007, maintenant elle me fait la bise chaque fois qu'elle me voit. Non, mais c'est vrai qu'on a appris à se découvrir. Et c'est vrai que la psychologue était présentée comme la méchante de l'équipe, puisque c'est elle qui donnait les contre-indications ou les feux oranges. Au bout d'un moment, je ne comprenais pas trop. On s'est aperçu qu'elle avait souvent raison. Donc je le dis parce qu'elle n'est pas là, hein, comme ça c'est réglé. Mais c'est vrai qu'on s'est découvert et c'est extrêmement important. Et une fois par mois, on a une réunion avec l'équipe de 7 qui se passe aussi très bien. Ils viennent à Montpellier pour faire cette réunion. Voilà la fiche de synthèse clinique de l'évaluation du patient avec la conclusion et la décision que Patrick Lefebvre a mis en place avec l'équipe. Bon, ça c'est légal, c'est important de l'avoir, la trace dans le dossier. C'est extrêmement important. C'est envoyé aussi au médecin généraliste ou à l'endocrinologue référent du patient, parce qu'il faut qu'il y ait un médecin spécialiste qui soit référent en plus du chirurgien. Et ça, c'est la fiche de présence. Donc il y a aussi beaucoup d'étudiants, d'internes qui viennent, qui signent un rapport de confidentialité par rapport au dossier du patient. Et c'est vrai que c'est distribué systématiquement en début. Alors voilà les résultats. Vous voyez l'évolution du nombre de dossiers discutés. 482 en 2009, 618 en 2013, sachant qu'on discute des dossiers du CHU de Montpellier, mais aussi des dossiers qui étaient gérés par le docteur De Seguin à la clinique de Ganges. Et la nouvelle équipe de Ganges va essayer aussi de développer de remplacer cette activité qui a maintenant disparu sur la clinique de Ganges avec la retraite du docteur De Seguin. Mais donc, ça a été ouvert à la clinique de Ganges de façon historique. Vous voyez qu'il n'y a pas que des feux verts. Finalement, 59% de feux verts en 2013, il y a 40% de dossiers qui sont recalés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 40% qui vont repasser avec leur médecin spécialiste, qui ne sont pas prêts, pas assez informés, qui sont peut-être des contre-indications. Et puis vous voyez qu'on essaye de développer le suivi, mais très peu, 45 cas de dossiers de suivi à 1 an. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de place pour donner des hospitalisations de jour, des bilans complets pour les suivis. En priorité, on prend les gens qui ont besoin d'une opération et ce suivi doit être développé plus avec le médecin spécialiste ou généraliste. En conclusion, donc cette RCP, c'est extrêmement important parce que c'est là que va se prendre la décision et que cette décision, elle n'est pas dénuée de conséquences. Il ne faut pas se tromper.
On a progressé au niveau technique en chirurgie. Maintenant, c'est 1 heure d'intervention pour faire une gastrectomie en manchon sous célioscopie. Là où on a progressé, je pense, le plus, c'est sur qui il faut opérer. Depuis 15 ans, il y a eu des choses qui ont été négatives au départ. Il faut reconnaître qu'il y a des gens qui n'auraient pas dû être opérés, qui ont été préparés trop vite. Et que depuis qu'il y a CRCP obligatoire, mais je pense qu'il y a un effort qui est fait au niveau de ce dépistage des contre-indications, de cette préparation, et que les résultats sont meilleurs. Et donc, pour conclure, pour toutes les personnes qui veulent se former sur comment organiser la RCP, cette prise en charge de l'obésité massive, on a développé ce DU en e-learning qui permet, quand vous êtes très loin à Perpignan ou en Argentine, de pouvoir vous former de très loin sans venir obligatoirement sur la fac de Montpellier. Donc si ça vous intéresse, on vous fera passer les coordonnées du DU. Et merci donc à toute cette équipe. Vous voyez qu'on commence à être beaucoup. J'avais pas assez de place pour tout le reste. Il manque la chirurgie réparatrice. Merci de votre attention.